Bonjour, normalement c'est Elena qui devrait commencer, mais je souhaiterais vous dire que je suis très fière d'être à cet atelier parce que je ne suis pas du tout mathématicienne. Donc en fait je suis un imposteur dans cet atelier. Mais pourquoi je le suis quand même ici? Mais parce que j'ai eu le plaisir avec Antoine Delcroix. Bonjour Antoine, il est avec nous. Donc nous sommes tous les trois, c'est super. Donc nous avons eu le plaisir. Tu m'entends? Tu nous entends? Signe de tête non verbal. Je vous entends très bien. Voilà, donc avec Antoine, donc en fait, nous sommes tous les trois ici, voilà, c'est super. Nous avons eu le plaisir de diriger l'EDA, mais lui, il est mathématicien, pas moi. Donc du coup, la présentation d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je suis là, la présentation d'aujourd'hui porte un peu sur les interactions, l'étude des interactions. Alors moi, je travaille sur l'étude des interactions. Donc du coup, je me suis un peu incrustée avec une analyse, voilà, dans la thèse de l'EDA. Donc, on va commencer, je la laisse quand même commencer avec le titre et tout. D'accord, alors d'abord, bonjour à tous et puis merci d'être présents pour nous écouter. Alors, dans cette communication, nous allons vous présenter donc une étude des structures des interactions en classe de géométrie pour des élèves de 10-11 ans, et ceci dans une dimension comparative entre la Polynésie française et la Guyane française dans laquelle se situe cette étude. Alors, pour cette présentation, on suivra le plan très classique. Alors, je vais d'abord vous présenter pour ma part le cadre de la recherche. On fera un focus sur le cas théorique, la problématique, méthodologie. Et enfin, on vous donnera quelques éléments vis-à-vis de nos résultats et de l'analyse que nous en faisons. Alors, tout d'abord, concernant le cadre de la recherche, cette étude d'abord se situe dans le contexte plus général d'un travail de thèse, comme l'a dit Rodika, sur l'étude des pratiques enseignantes en Polynésie française et en Guyane française, puisque j'ai exercé en tant que formatrice dans les structures de formation, SP, SP, etc., au sein de ces deux territoires. Alors, sur le plan géographique, tout d'abord, pour ces territoires, la Polynésie française, comme vous le savez, au moins, c'est un territoire donc insulaire du Pacifique Sud qui s'étend sur une surface qui est aussi vaste que l'Europe. Et puis, de l'autre côté, nous avons la Guyane française, seul territoire donc continental de l'outre-mer français. Elle a une superficie qui représente à peu près 1/6 de la France hexagonale, c'est pour vous dire l'étendue du territoire, c'est à peu près l'équivalent du Portugal, mais qui est recouverte majoritairement par de la forêt. Alors, ces territoires plurilingues et pluriculturels possèdent un héritage socio-culturel issu notamment des peuples autochtones qui nous interpellent tout particulièrement dans le domaine de la géométrie, des formes géométriques. À titre d'exemple, en Polynésie française, vous l'aurez tous remarqué que la présence, je dirais l'omniprésence du tatouage polynésien et également vis-à-vis des sculptures tiki, ces deux éléments issus des peuples autochtones maoris. Pour ce qui concerne la Guyane, eh bien, des peuples amérindiens, nous avons donc les Siel-de-Caz, les Malouanas, ce qu'on appelle aussi Malouana, mais également des peuples noirs marrons, pardon, Bushinangui, les dessins d'Artembe qui ornent les pirogues et les ustensiles de la vie quotidienne, où vous remarquerez, on repère ici les formes géométriques. Nous avons également la maison traditionnelle créole, dont l'architecture également fait appel à tous ces éléments de la géométrie. Alors, tous ces éléments sont autant de références donc, à la géométrie qui pourraient être utilisés en situation didactique. Alors, notre questionnement initial, Rodika, je te laisse... Ah, pardon. Donc, je vais accélérer. En fait, le questionnement initial était dans quelle mesure les contextes socioculturels et linguistiques peuvent ou sont pris en compte par les professeurs dans les situations d'enseignement-apprentissage. La chose qu'on doit dire par rapport à cette expérience, quand Elena a commencé le recueil des données, c'est que le projet
ce projet de thèse, en fait, s'est inscrit dans un projet plus grand, plus ample, qu'on avait avec Antoine Delcroix sur le recueil des données et des pratiques effectives et déclarées sur les 5 archipels de la Polynésie française. Je pense que tu ne savais même pas à l'époque que tu vas faire une thèse, c'est venu voilà, au fur et à mesure. Donc, c'est très important parce que ce recueil des corpus, c'est un recueil des corpus spontané. On n'est pas allé en classe exprès pour filmer. On a voulu voir qu'est-ce qu'il se passe dans la classe. Et même la consigne qu'on donnait au professeur était faite comme d'habitude. Voilà, on est là. Et comme on restait longtemps, à un moment donné, ils s'habituaient avec nous. Et donc, on voulait avoir vraiment c'est bien ça, une image, un flash sur ce qui se passe dans la classe. Réellement. Réellement. Et donc, on regarde ce corpus qui était un vrai corpus de pratiques effectives par rapport au contexte, aux éléments du contexte. C'est pour cela qu'on a présenté des éléments de contexte qui mobilisent les mathématiques et la géométrie et qui pourraient éventuellement être mobilisés. Voilà. Et bon, l'ancrage théorique, pour qu'on puisse discuter les résultats, on va essayer d'aller vite, mais on a 3 ancrages théoriques, la contextualisation, la transposition didactique et l'interactionnisme social. Quand on parle de contextualisation didactique, on fait bien évidemment référence au modèle de Sauvage, Luntadi et Tupin de 2012. Et en fait, c'est sur ce modèle-là que ELEDA s'est appuyé pour proposer, en fait, voilà, ici c'est sa thèse qui a été soutenue en 2021, pour proposer des situations de contextualisation qui sont issues, enracinées en fait dans ces contextes en fait proposés par ce modèle de Tupin en fait. Tu veux rajouter? Oui. Alors simplement, je reviens en arrière, juste pour compléter Rodica. Alors on voit ce modèle-là. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'en fait, on va qualifier ce type de contextualisation en fonction de l'adaptation que les enseignants vont faire. Que ce soit au niveau de l'environnement proche, par exemple, même immédiat dans la classe, ou d'un environnement un petit peu plus éloigné, comme le contexte socio-culturel. Donc voilà, c'est ce que je voulais simplement. Donc il a été transformé en grille d'analyse. En fait, c'est comme ça qu'on procède quand on filme. Après, on transcrit et on regarde quand on marche chez soi, qu'est-ce qu'on a trouvé. Si on ne comprend pas bien, on retourne au film, on peut voir ça a été bien transcrit. Et après, on applique des codes. C'est pour ça qu'on a isolé la grille de l'EDA qui était issue de ce modèle théorique pour vous dire qu'on l'a transformé dans une grille d'analyse de corpus. Et on peut trouver après dans son volume 2 de la thèse des MC, MP, R, voilà, ce sont des codes qui renvoient à ce type de contextualisation. Ensuite, on avait un ancrage dans la transposition didactique de Chevalard. La transposition didactique de Chevalard, je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation parce que vous la connaissez mieux que moi, vous êtes tous des mathématiciens. Juste pour rappel, donc on a la transposition externe du savoir savant au savoir à enseigner. Donc ici, on va aboutir à des textes qu'on appelle des programmes, qu'on connaît tous. On peut avoir des découpages en des grands domaines, en secteurs, en thèmes, une séquentialisation du savoir par année, par cycle. Ensuite, Schwaller propose, oui, très bien, on a des programmes, mais si on a des programmes, le problème est résolu. On aura dans toutes les classes le même enseignement. On a vu hier, avec les conférences de hier, l'importance de la prise en compte de sujets enseignants. Mais on se situe exactement ici, j'avais pris la parole hier, on se situe en fait dans la transposition interne, puisqu'à partir des programmes, les professeurs organisent leurs séquences d'enseignement. Il y a de nouveaux découpages du savoir, en chapitres, etc. Donc, ça dépend aussi des connaissances du professeur et de ses conceptions de l'apprentissage. Ça dépend des connaissances du professeur. Je fais référence à la thèse de Mataele Cadusto de Landi, je crois, où il disait sujet supposé savoir.
Oui, mais s'il ne sait pas, comment il va faire la transposition interne? Il croit qu'il sait. On a eu toutes les catégories de Marie-France hier. Il sait qu'il ne sait pas, il sait qu'il sait, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Bref, voilà. Et après, on a les savoirs appris. Donc, nous vous parlons de ça aujourd'hui. Ici où il y a la flèche un peu orange, c'est à ce niveau, donc, le professeur intervient. En fait, nous, on forme nos professeurs à l'INSPE pour intervenir ici, dans cette zone-là. Et ils ne peuvent pas intervenir tous de la même manière parce que chaque sujet professeur, c'est un sujet individuel qui sont déjà là, sont vécus. Et donc, Eleda, elle a regardé, OK, on sait que chacun peut faire une intervention différente, donc une transposition interne différente, mais par exemple, Mata, il regardait comment il a fait par rapport à son miroir didactique, ils sont déjà là, Eleda, elle regarde comment il le fait par rapport à la mobilisation des éléments du contexte et par l'utilisation des artefacts, puisqu'on est dans une activité de géométrie. Et ici, on a les niveaux de transposition didactique à partir du modèle de Chevalard, nos collègues du laboratoire CREF, Antoine Bercroix, Forestier Ancieux. Donc, ils ont proposé des niveaux de transposition en fait, qui correspondent qui sont assez bien collés en fait, et qui expliquent bien, qui nous donnent une visibilité sur comment on contextualise en fonction de où on se situe par rapport à la transposition de Chevalard. Bien évidemment, Antoine, si je dis des bêtises, tu peux intervenir avant que Thomas, qui est modérateur, pose des questions. Oh. Attends, on est passé trop vite. Et donc, ces niveaux de transposition ont donné lieu à des degrés de contextualisation. Et Eleda, c'est sur la base de ces degrés de contextualisation aussi qu'elle a codé son corpus. C'est-à-dire qu'un corpus, elle a posé sur un même corpus plusieurs grilles d'analyse. Elle les a croisées pour voir qu'est-ce qu'elle obtient. Donc, des degrés de contextualisation faibles, intermédiaires et fortes. Maintenant, elle est une pro de ça. Et le troisième ancrage est l'interactionniste social, puisqu'on analyse les interactions. Donc, on a la théorie socioculturelle du développement cognitif de Vygotsky. On connaît certainement tous, parce que la majorité de nous sommes professeurs, la zone proximale de développement de Vygotsky, la médiation sociale, le concept de TH proposé par Brunner. Voilà. Et bien voilà, on arrive à la problématisation. Combien de temps voilà, pour savoir 10 minutes Non, enfin, au total, il vous reste 17 minutes. Ah, super. Voilà. Donc maintenant, la question de recherche qu'on s'est posée est dans quelle mesure la structure des interactions enseignant-élève varie selon la transposition didactique opérée par l'enseignant. Donc, on a été d'accord tous que les enseignants sont différents, ils procèdent à des transpositions internes différentes, mais dans quelle mesure la structure de l'interaction, qu'est-ce que c'est une interaction, qu'est-ce que c'est une structure d'interaction, enseignant-élève, elle peut varier. Autrement dit, je m'explique, ça veut dire qu'on est deux professeurs dans deux salles différentes avec le même niveau d'élèves et on a le même sujet à enseigner. Et les interactions, là, on est en interaction, en fait, plutôt je suis en monologue là, parce que je parle seul, mais tout à l'heure, on va être en interaction. Donc, les interactions entre moi et vous, les échanges, vous me posez une question, je réponds, et vice-versa, ces interactions-là sont très différentes d'une classe à une autre, d'une salle à une autre, en fonction de ce qu'il dit et des objets qu'il utilise le professeur. Et c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que cette structure d'interaction enseignant-élève, elle varie en fonction de la transposition interne qu'il fait et aussi dans quelle mesure les contextes socioculturels et linguistiques sont pris en compte par les professeurs dans cette situation d'enseignement-apprentissage qu'ils utilisent. Et je veux faire une parenthèse sur l'objectif. Oui, après je dis l'objectif. Donc je voulais faire une parenthèse par rapport à ça. Avec Martha et Réa, on n'a pas exploité, ça devait faire l'objet d'une communication lors des psychologues et on n'a pas réussi à exploiter nos données. On a tout, hein, mais on n'a pas réussi à analyser les données. En fait,
on a donné des consignes très précises. On a fait une étude expérimentale, on a donné des consignes très précises à 2 professeurs stagiaires. On leur a donné le scénario à faire. Toutes les phrases sont écrites. Donc, on lui a dit, tu fais avec les élèves de cycle 3 cette activité, ce scénario. Et on lui a écrit tout comme une pièce de théâtre. Même des didascalies. Si jamais les élèves répondent ça, vous dites ça. Voilà, on a fait un scénario très précis. Puis on a donné à l'enseignant A et à l'enseignant B. Et on les a laissés faire. Ça allait en dire d'autres. Et on a filmé. Donc, bien évidemment, que les interactions, c'est ce qu'on regarde ici, ne sont pas les mêmes. Alors, pourquoi elles ne sont pas les mêmes si on leur a donné un scénario écrit? Pourquoi elles ne sont pas les mêmes? Parce qu'il y a l'inconnu et la surprise à gérer par rapport aux réponses des élèves. Si un élève vous donne une réponse, vous ne pouvez pas dire « Attends, ce n'est pas dans le scénario, je ne te réponds pas. Hein. On va discuter de ça demain. » On ne peut pas. Donc, du coup, la structure de l'interaction varie. Et c'est ça qu'on souhaiterait regarder, mais comment cette variation s'opère. Est-ce qu'on a vu l'objectif? Non, l'objectif. Donc, on a voulu voir comment cette structure de l'interaction, ici on les a laissés donc, dans une situation naturelle, et on a souhaité voir comment ça varie en fonction des 2 territoires, en fonction de la contextualisation qui est opérée par l'enseignant. Voilà, et surtout l'utilisation des artefacts. On va voir pourquoi les artefacts nous intéressent. Et en termes de méthode, je te laisse présenter. Alors, juste très rapidement, donc on a filmé plusieurs séances sur chacun des territoires et on a fait des binômes sur la base du thème commun abordé, donc des binômes Guyane-Polynésie. Et donc, nous avons fait 3 binômes, 2 se rapportent à la géométrie plane et 1 à la géométrie dans l'espace. Oui, j'avais oublié. Alors, donc, ces différentes séances, eh bien, on avait un corpus assez important qu'il a fallu transcrire et coder. Donc, là, vous avez un exemple de transcription ici. Et puis, comme nous nous intéressons aux interactions pédagogiques, c'est ce que nous avons fait ici. Et vous avez en vert les interventions non verbales qui ont été faites. Voilà. Puisque nous avons élaboré une approche multimodale, prenant en compte le verbal et le non-verbal. Donc là, le non-verbal, vous voyez, c'est des élèves qui lèvent le doigt pour répondre. Donc dans plusieurs recherches que j'ai faites précédemment, il s'avère que c'est très important de prendre en compte le non-verbal des jeunes enfants. Parce que vous demandez une tâche et parfois ils vous répondent par le faire. Donc, il le fait. Donc, il vous a répondu. Alain, s'il te plaît, ouvre la porte. Non. Alain, s'il te plaît, ouvre la porte. Si Alain va ouvrir la porte, c'est une interaction réussie. Parce qu'il a répondu. Et il ne m'a pas répondu, en fait. Donc, imaginez qu'on ne filme pas. Moi, je ne sais pas que l'interaction était réussie. Vous voyez? Donc, c'est très important, dans ces situations-là, de filmer et de transcrire le verbal et le non-verbal. Parce qu'on se rend compte s'il a compris, l'élève, en fonction de la réponse qu'il donne par le verbal et le non-verbal. Par rapport à... Je voulais dire que ça, c'est un extrait du corpus de l'EDA. Il a eu jusqu'à 500 pages de volume 2 il a tout transcrit. Et ce corpus-là que vous voyez en état brut, donc il a été après passé au gris dans des documents Excel. Quand on fait copier-coller du texte qui est transcrit, on le met dans l'Excel. Chaque phrase se met sur une ligne Excel. Et Excel vous donne la possibilité de créer sur la verticale. Peut-être que ce n'est pas important, mais en même temps, je me rends compte que les gens, parfois, ils ne savent pas comment on a procédé. Donc, on n'a pas basculé le corpus dans un logiciel. On peut le faire. Hein. On a parlé du logiciel Gravité qui est précédent jour. On peut le faire aussi. Et ici, ça a été un codage manuel. Donc, on a entré les données dans un tableau Excel. Et on peut créer autant de codes qu'on veut sur la verticale. On a sur la verticale, pardon, sur l'horizontale. Sur la verticale, on a le texte et sur l'horizontale, il a dit le type d'échange. On va le voir après. Étant du restaurant, qu'est-ce que c'est? Après, le type de contextualisation, toutes les contextualisations qu'elle nous a dit là-bas, faible, voilà. Donc, on peut mettre autant de codes qu'on veut et on met en un
le chiffre 1 là où ça vous intéresse. Et Excel vous donne en bas de page le nombre des codes du respectif type, voilà, et on peut comparer pour voir s'il y a variation ou pas. Ici, donc, moi, je travaille sur ça. J'utilise souvent la pragmatique conversationnelle, en fait, pour analyser les corpus. L'analyse conversationnelle, en fait, nous indique comment sont organisés les échanges, les conversations au plan structurel, leur structure. Donc, c'est à partir des années 1990 que ça a été fait. Et Kelbat Orecchioni a beaucoup travaillé dessus, aussi l'école de Genève. Kelbat Orecchioni de Lyon, toujours, on revient à Lyon. Et là, c'est une vulgarisation, en fait. C'est concrètement comment ça se passe. Donc, ce corpus que vous avez vu à l'Excel, on le coupe en... donc, l'ensemble du corpus s'appelle une interaction. C'est une unité, en fait, d'échange sur un sujet avec les élèves. Et on le coupe en séquences, ensuite en échange et en intervention. Et pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est, je vais vous les expliquer dans l'autre sens. Donc, l'intervention, c'est... Je reprends. Alain, s'il te plaît, ouvre la porte, c'est l'intervention. Si il ouvre la porte, ou s'il me dit oui, bien sûr, Rodica, oui, ben non, merci, je suis en conférence, je n'ai pas ouvert la porte. Il peut dire ce qu'il veut, et il a répondu. Là, du coup, ce n'est plus une intervention. On est en dialogue. Que ça soit non verbal ou verbal. Donc, on est en échange. Et après, si on continue sur ça, comme Edwige disait, ah bon, tu es sûr que tu veux que j'ouvre la porte? Mais pourquoi tu veux que j'ouvre la porte? Mais la clim, on va pas... Donc, si on continue sur le même sujet, et quelqu'un intervient, ben oui, parce que il faut faire attention avec le développement durable, etc. Donc, du coup, on change des sujets, mais on reste toujours sur ouvre la porte. Donc, il y a des échanges qui sont différents, mais autour d'une même séquence. Qu'est-ce qu'on peut avoir en mathématiques et en géométrie? On peut avoir qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, c'est une séquence. On peut parler de ça pendant 7 minutes. Après, OK, vous avez fait les devoirs, la maîtrise sur la table, on va vérifier. Ça peut être une autre séquence, ça peut durer aussi 5-7 minutes. Après, on peut dire, bah, aujourd'hui, vous savez, on va parler de ça, et ça va servir à ça et à ça. Donc, c'est une autre séquence. Et après, on passe à l'acte. On commence à enseigner l'objet de l'activité. Et donc, c'est ça les séquences, en fait. Mais c'est trop macro pour travailler dedans. Donc, nous, on travaille dans l'échange parce qu'on est intéressé de voir à quel moment il a compris ou il n'a pas compris. Donc, on travaille au niveau de la plus petite unité dialogale qui est l'échange. Bon, ça, je vous ai dit. Tout ça, je vous ai dit. Ah, peut-être on n'a pas cité les deux. Non, c'est bon. Et maintenant, ces échanges, en travaillant sur les échanges, ce qui va travailler sur les échanges aussi, en fait, les échanges à leur tour, ils sont de plusieurs types. Les échanges peuvent être restreints, tronqués, étendus, et ensuite, on a une organisation séquentielle. Pourquoi c'est intéressant de regarder quel type d'échange on a? Qu'est-ce que ça veut dire? Et parce que ce corpus nous envoie des signaux qui sont différents. Par exemple, un échange tronqué, intervention initiative du locuteur 1, sans réaction de l'autre locuteur, ben, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé par le sujet ou qu'il ne sait pas. C'est un échange tronqué. Il nous arrive d'avoir ça dans la classe. Hein. Après, dans l'échange restreint, c'est juste une question-réponse. Ça atteste de la nécessité d'un tutorat soutenu de la part de l'adulte. Et on a ça en général quand on a le premier cours, parce qu'ils ne savent pas, donc à chaque fois on a un aller-retour. Et quand on a des échanges étendus, ils sont motivés, ils sont intéressés par le sujet, ils peuvent être initiateurs de l'échange. Oui, madame, mais donc l'intérêt est, on aimerait nous, et les DA aimeraient trouver dans ces corpus des échanges étendus. Voilà, c'est la même chose, mais c'est une synthèse. Et vous avez des petits codes ER, EE, ET. Ça veut dire que ces codes-là, elle les a mis dans son Excel sur la ligne horizontale. Et quand elle a découpé, elle a dit, attends, ici, je mets un 1 parce que ça, c'est un échange. Peut-être qu'on le montre comment on le fait. Ici, c'est le type des interventions de notre grille de codage.
Voilà, par exemple, le corpus, vous le voyez, et celui-là. Celui-là. Donc, on coupe comme ça et on dit jusqu'à là, c'est un échange. Ici, c'est un autre échange, ici, c'est un autre échange. Et voilà, on a donné deux exemples, parce qu'il y a plusieurs échanges restreints. Donc, en vert, on a un échange restreint. En violet, on a un échange étendu. Donc, en fait, est-ce qu'on voit si je mets ça? Non, alors tu veux. Montrer, oui, juste montrer que les codes UE, donc on a une colonne des codes, voilà. Ça nous intéresse, il y a le type d'échange C. Et après, à la fin, ça nous intéresse parce qu'on a des indications de demande d'information, d'apport de précision. Et ici, parce qu'ici, vous voyez, ici, c'est pas très beau. Mais en fait, ça donne ça à la fin. C'est présentable dans un colloque, dans un article, parce qu'on voit bien le corpus bien aligné, on voit les codes ER, ET, voilà, et on a ici le codage. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a un échange restreint, par exemple, à non, et après on a quelque chose qui est en gras, donc c'est une action, une utilisation d'un artefact qui relance la discussion et qui transforme un échange restreint, si elle n'utilisait pas des relances, ou parfois des artefacts, ou des gestes, ben en fait, on aurait pu s'arrêter là où c'est marqué échange 117. Donc, on aurait eu un échange restreint. Mais le professeur, il a su quoi faire, il a transformé un échange restreint, il a su motiver les élèves, un échange étendu. Donc, c'est ces indicateurs et marqueurs qu'on regarde. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait pour avoir les élèves avec lui et pour s'assurer qu'ils sont compétents. Résultat et analyse, donc on a 5 minutes, on va passer. Donc ici, c'est une synthèse des échanges et des artefacts. En fait, vous avez les codes en bas. En bleu, on a les échanges étendus. Les échanges tronqués, c'est en vert. Donc, il n'y a pas beaucoup d'échanges tronqués, en fait. L'échange restreint, on a pas mal. Et des monologues. Souvent, vous savez que l'enseignant, il parle beaucoup. Mais la bonne surprise avec ces enseignants est qu'ils sont bons. Et c'était des séances spontanées. Fais-moi comme tu fais d'habitude. On ne vous a pas dit qu'on a respecté les cadres déontologiques, qu'on avait des professeurs qui étaient volontaires, on avait annoncé toute la hiérarchie. Voilà. Professeur volontaire, donc ils ne savaient pas, vous voulez quelque chose de spécial? Non, parfait, qu'est-ce que tu as prévu? Voilà. Donc ils sont bons, parce qu'il y a des échanges étendus. Le dernier, on voit que bon, il est plutôt dans les échanges restreints, et il est assez pourquoi? Oui, en fait, on a le dernier enseignant là, on a observé qu'on avait un enseignant qui était plutôt sous un mode directif. Et donc là, on voit qu'il y a peu de, je vais prendre ici. On voit qu'il y a peu de, bon, bref, on voit qu'il y a peu d'échanges étendus et on voit aussi une part assez importante de monologue, pardon. Et cet enseignant utilise dans son étayage du monologue. Et en fait, il parle vraiment, il parle tout seul. Et comment on a su? Parce qu'on peut se dire, ah oui, ben attends, c'est une étude qualitative, pourquoi tu nous montres ça? Ben oui, ben, c'est très utile parce que tu as une vue d'ensemble. Et après, je lui pose la question à Elida, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec le dernier? Pourquoi il a si peu d'échanges étendus? Il dit, ben attends, je regarde tout de suite. Il a fait avant qu'on lui pose la question, moi et Antoine. Donc, il est allé dans son volume 2, il a regardé, ah, ben il est directif. Ah, ben il parle beaucoup seul. Donc, il a eu ses réponses et il prend des extraits et les analyse après plus finement. Donc, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble, mais de revenir au corpus pour voir ce qui se passe. En termes des éléments de contextualisation, donc la contextualisation effectuée par les enseignants relève essentiellement d'une adaptation, donc tu as dit c'était micro-situationnel, voilà, et il y a beaucoup moins de micro-périphériques. On va voir dans les résultats après. Ouais. Et ça, c'était, j'en ai parlé pas lundi, mais le jour du premier
de notre du premier jour du colloque. Pardon. Voilà. Ici, on a les artefacts qui nous intéressaient et je vous invite à regarder la ligne du bas. On voit que, par exemple, pour le binôme 2, on a 74 des échanges qui utilisent des artefacts. Donc, le binôme 2, il a utilisé énormément d'artefacts. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser des artefacts? On l'a dit tout à l'heure, ça prolonge les échanges. En tout cas, il a constaté à son corpus des effets qu'on les aura dans la conclusion tout de suite. Voilà. Donc, on voit une différence quand même dans l'utilisation des artefacts entre le binôme 1, 3%, par rapport à 74 du binôme 2. Mais ici, il y a une autre variable, parce que les deux du binôme 2 utilisent des artefacts. Et pourquoi on les a mis par binôme? Parce qu'ils ont fait le même type d'activité. Donc peut-être il y a une activité qui se prête à l'utilisation des artefacts plus qu'une autre. Donc il faut prendre en compte toutes les variables. Alors, on va juste illustrer justement la plus-value des artefacts dans l'échange. Il y a quelques exemples. Donc ici, il montre. Donc artefacts comme appui des intentions pédagogiques, artefacts en jeu d'élicitation, donc aider l'apprenant à trouver par lui-même. Et vous voyez comme l'échange ET, tronqué, se transforme en restreint et après en étendu. Prolongement des échanges, voilà, je passe juste, enrichissement des interactions. Et après, on a mesuré, on présente ici les interventions des enseignants par rapport à celles des élèves. En fait, les deux, il faut les additionner, les deux barres, pardon, dans l'autre sens. Voilà. Donc, on voit que celle de la séance 2 est la plus petite, donc ça veut dire que les enfants parlent beaucoup. Et c'est bien qu'on fasse parler les enfants. Les constats, c'est la dernière diapositive, Thomas. L'utilisation des artefacts, c'est 5 minutes? Non, ok. Donc voilà, c'est les constats. Les artefacts et gestes permettent d'éviter les ruptures communicationnelles, permettent de prolonger les échanges, d'augmenter les interactions. Le nombre d'interactions permet de participer au travail collaboratif, contribue au processus de payage des enseignants, notamment ce que nous avons appelé les monologues. Je vais faire le dernier mot. D'accord. Bon, je vais vous laisser lire, mais je vais juste préciser quelque chose, c'est que, en fait, nous avons fait plusieurs approches. Donc, il y a une approche plus par la didactique des maths, et notamment en utilisant les éléments de Chevalard. Et également, j'ai présenté lors de la première, du premier jour du colloque, vis-à-vis des connaissances et croyances professionnelles des enseignants, et une autre approche encore qui relève de l'étude des interactions. Et c'est ces différentes approches qui nous permettent d'avoir une vision plus précise de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en prenant les approches séparées les unes des autres, eh bien, on n'a pas tout à fait l'éclaircissement qu'on voudrait avoir. Et c'est vraiment la complémentarité de tout ça qui nous permet d'avoir, de bien voir ce qui se passe et de voir comment les contextes sont mobilisés dans la pratique de façon naturelle. Voilà. Juste pour te prouver qu'on était à la fin.